Imaginons à l'instant la situation suivante. Et si, à l'intérieur même de l'esprit humain, se cachait un réservoir d'intelligence totalement insoupçonné? Ah oui, vaste programme. Ouais, quelque chose de fondamentalement bienveillant, de profondément protecteur, qui possède déjà absolument toutes les clés pour résoudre les blocages psychologiques les plus complexes. C'est exactement ce que postulent nos sources du jour. Sauf que le seul véritable problème, en fait, c'est que ce réservoir n'attend qu'une seule chose pour pouvoir enfin agir. Que l'esprit conscient, avec toutes ses angoisses et ses rigidités, arrête de s'en mêler et de tout saboter. C'est tout le paradoxe. Et aujourd'hui, notre plongée au cœur de nos sources nous emmène exactement là, dans les profondeurs fascinantes de l'hypnose, avec une attention toute particulière accordée au génie clinique d'un homme, Milton Erickson. Alors juste avant de démarrer cette dissection théorique, et c'est vraiment une précision stricte et sans aucune ambiguïté, ceci n'est pas un avis médical. Absolument, merci de le rappeler. On analyse aujourd'hui des concepts psychologiques, des anecdotes, des mécanismes d'attention. C'est une exploration intellectuelle et conceptuelle d'une approche thérapeutique, pas un manuel à tester soi-même à la maison. C'est clair, et c'est un cadre essentiel à poser parce que l'hypnose profonde, elle souffre de nombreux clichés, hein. Oh, un bagage colossal d'idées fausses. C'est ça, l'image classique du pendule, de la soumission totale aux praticiens. Pourtant, quand on croise les documents, on voit bien que c'est un domaine hyper complexe, qui demande des approches historiques, neurophysiologiques, cliniques. Et même anthropologique, oui, c'est vraiment un carrefour scientifique rigoureux. Du coup, pour comprendre l'approche ericksonienne, il faut d'abord regarder ce qui se faisait avant. Si on remonte au 19e siècle avec Pierre Janet ou l'école de la Salpêtrière, l'hypnose, c'était presque, ça ressemblait à un exploit technique, non? Totalement. L'obsession à l'époque, c'était de mesurer et de classifier. À la Salpêtrière, l'histoire cherchait à définir des stades de transe très rigides pour en faire des exploits techniques. Comme une performance, quoi. Exactement. La profondeur de l'hypnose était vue comme une fin en soi. Mais là où Erickson opère une rupture brutale, c'est que son approche est purement pragmatique et naturaliste. C'est-à-dire? Pour lui, la profondeur n'est qu'un outil. Ce n'est pas un trophée. Si une transe très légère suffit à atteindre l'objectif, on s'arrête là. Ok, décortiquons tout ça. Si la profondeur de l'hypnose n'est qu'un outil, comment fonctionne l'esprit sur lequel cet outil opère? On parle beaucoup d'une approche jungienne dans les sources. Ce qui est fascinant ici, c'est la différence majeure avec la vision psychanalytique classique, disons freudienne. Dans ce vieux modèle, l'inconscient, c'est un peu une cave sombre. Pleine de traumatismes refoulés, de choses dangereuses. Voilà. Alors que dans le modèle ericksonien, inspiré de Jung, c'est tout l'inverse. L'inconscient est intégralement positif. Attends, intégralement positif? Oui, bienveillant et souvent bien plus intelligent que le conscient. En fait, la névrose, c'est juste une gangue, une carapace de croyances conscientes limitantes qui étouffe les ressources créatives de l'individu. D'accord, je vois. Si je devais faire une analogie pour ceux qui nous écoutent, c'est comme si l'inconscient était un pilote automatique ultra performant et sophistiqué. C'est une excellente image. Et le conscient, du coup, ce serait un passager paniqué qui a forcé la porte de la cabine, qui s'accroche aux commandes et qui fait dévier l'avion dans tous les sens. C'est tout à fait ça. Et donc l'hypnose profonde, ça sert simplement à endormir temporairement ce passager pour laisser le pilote automatique faire son travail en paix. Exactement. Et c'est pour cette raison précise que l'hypnose est décrite comme une aventure partagée. On parle de tailoring, le fameux sur-mesure. Le sur-mesure, c'est le fait de s'adapter au patient. Oui, ce n'est pas le thérapeute qui impose son pouvoir de façon omnipotente. C'est le patient qui fait l'hypnose. Le thérapeute, lui, se contente de créer un cadre favorable, un véritable incubateur. Ah, un incubateur. J'aime bien le terme. Ouais. Et parfois, on laisse même l'inconscient décider lui-même de la profondeur de la transe nécessaire. On ne force rien. Bon, tout cela semble très idyllique sur le papier, mais que se passe-t-il en pratique lorsque le passager paniqué, l'esprit conscient, est hyper tenace? Quand il refuse de lâcher les commandes. Ouais, quand il résiste farouchement et analyse tout ce qui se passe. Alors, c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'émerveillement de l'approche ericksonienne, c'est de ne jamais combattre la résistance. Ne jamais la combattre. Mais on fait comment alors? On l'utilise. Elle est utilisée comme un guide. Les résistances sont perçues simplement comme une façon pour le patient de mettre le thérapeute à l'épreuve. D'accord, c'est presque un test de sécurité de la part du cerveau conscient. Tout à fait. Et face à des blocages agressifs, le thérapeute déploie des astuces redoutables. J'ai une technique que nos sources appellent le secret. Le secret, ok. C'est quoi cette méthode? C'est le fait de simuler le partage d'un secret directement avec l'inconscient. Le thérapeute va utiliser un ton particulier pour instaurer une complicité. Oh waouh. Comme pour dire à l'intellect de regarder ailleurs. C'est ça.
Ça contourne totalement les défenses conscientes qui se sentent rassurées ou ignorées pendant que le vrai message passe. C'est redoutable de créativité, surtout face à des sujets très intellectualisés, ceux qui veulent tout contrôler. Face de ces profils, on sort des techniques non orthodoxes. L'une des plus connues, c'est la confusion. La confusion. On les embrouille exprès. Exactement. Le mécanisme est simple. On sature l'esprit conscient de suggestions contradictoires. On lui donne tellement de choses complexes à analyser qu'il n'y arrive plus. Si je reprends mon analogie, c'est comme ouvrir beaucoup trop d'applications en même temps sur un ordinateur. Oui, jusqu'à saturer la mémoire vive. Et ça provoque un vrai bug cognitif. Et pour sortir de ce malaise intense causé par le bug, le patient finit par accepter n'importe quelle suggestion claire. C'est le principe. L'inconfort de la confusion est tel que la première porte de sortie claire offerte par le thérapeute fait basculer le patient en transe profonde par pur soulagement. C'est fou la mécanique derrière ça. Mais si l'on relie cela au contexte global, il y a des moments où la bienveillance classique est même totalement mise de côté. On parle de choc et de provocation. Attends, vraiment, de la provocation en thérapie? Oui, nos sources citent un exemple clinique frappant où le thérapeute provoque délibérément la colère du patient en utilisant des stéréotypes, de l'humour noir ou de fausses insultes choquantes. Des insultes pures. Oui, comme traiter le patient de, et c'est dans le texte, sale nazi. Wait, really? Sale nazi? Mais c'est hyper violent. C'est un choc émotionnel massif. Et le but, c'est de créer une puissante dissociation. Cette surcharge émotionnelle instantanée provoque une transe profonde et immédiate parce qu'elle brise les schémas inadaptés qui tournaient en boucle. Mais enfin, alors qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi s'intéresser à des techniques qui frôlent parfois la provocation extrême, voire la violence verbale? Il faut démystifier tout ça. L'éricksonisme ramène l'hypnose à un état naturel et quotidien, ce qu'on appelle la transe commune. La transe commune, c'est quand on conduit sa voiture et qu'on oublie le trajet, ce genre de choses. Exactement. Ce qui importe réellement ici, c'est l'application réelle. Quand l'évolution d'une personne stagne complètement, ou que ses barrières conscientes sont devenues des murs de prison hyper rigides, Ouais, des murs en béton armé. voilà, eh bien la thérapie nécessite une inventivité sans limite. Ça inclut la provocation, ou ce qu'on appelle l'hypnose sèche, sans rituel d'endormissement. Le but ultime, c'est de casser le mur coûte que coûte. Toujours le même but, oui. Permettre à cette intelligence organique et réparatrice de reprendre les commandes en écartant l'intellect. C'est vraiment fascinant. Si on résume brièvement notre voyage d'aujourd'hui, l'hypnose profonde, ce n'est pas du tout une perte de contrôle. Au contraire. C'est ça. C'est un accès direct à un niveau d'intelligence protecteur insoupçonné. On débranche le conscient toxique pour rebrancher l'instinct de guérison. Et cela soulève une question importante, je trouve. Laquelle? Dans notre société moderne, on passe notre vie entière à valoriser, éduquer et surstimuler notre esprit conscient. On est persuadé qu'il est la clé absolue de notre succès. Bah oui, l'analyse, la logique, le contrôle, on nous apprend que ça. Mais et si la véritable maîtrise de nous-mêmes et de notre équilibre psychique consistait, paradoxalement, à apprendre quand et comment court-circuiter cette conscience intellectuelle que nous chérissons tant? C'est une réflexion hyper puissante. Apprendre à lâcher les commandes pour éviter le crash. On laisse ceux qui nous écoutent infuser cette idée sans rien ajouter de plus. Merci d'avoir exploré ces sources avec moi aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle